Pierre, d'abord, merci d'être là. Pierre Servant, beaucoup d'entre vous l'ont entendu, mais l'ont surtout vu dans de multiples émissions. Si tu veux bien, Jean, avant de commencer, je vais vous lire simplement un petit mail que nous avons reçu vendredi de Kaboul. Et ce mail va, je crois, replacer très exactement l'intervention de Pierre Servant dans le contexte. Chers tous, il s'agit de Valentine. Valentine est notre coordinatrice pour l'Afghanistan. Chers tous, depuis ma prise de poste en mai dernier, je tente de réfléchir, non sans difficulté, à comment garantir autant que possible la sécurité du staff de la chaîne de l'espoir en Afghanistan. Inutile de rappeler l'acuité de la question dans un pays comme l'Afghanistan, d'autant plus à l'heure de la fameuse transition, lors de laquelle nombreux sont les observateurs qui présagent une forte détérioration sécuritaire. Ces derniers mois, des événements graves ont particulièrement touché la communauté des expatriés. Enlèvement de 2 expatriés français dans Kaboul, viol collectif d'une expatriée dans le quartier de Taïmani, attaque de l'IOM, l'Organisation internationale de la migration dépendant de l'OTAN. Je vous rappelle, il y a eu 10 enfants qui sont morts dans Kaboul, attaque du CICR à Jalalabad, je crois que c'était mardi ou mercredi dernier, et il y a eu 16 morts après 2h30 de fusillade. Ce matin, il y a eu une attaque de l'aéroport, et je faisais cette introduction un peu solennelle, car bien sûr, on va écouter Pierre Servant, on va l'écouter chacun être intéressé de ce qu'il se passe en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, mais aussi en tant que membre de la chaîne de l'espoir, qui sommes sur des sites particulièrement touchés. Peut-être que Alain nous dira un mot sur les multiples sites où nous sommes en Afrique. Je vous rappelle les nombreuses missions que nous faisons en Irak, nos missionnaires qui sont en Syrie côté Jordanie ou côté Turquie, et bien sûr l'Afghanistan, où nous avons en permanence des expatriés pour courtes et longues missions. Alors, moi je suis vraiment heureux que Pierre Servant soit là. Sa bibliographie vous montrera sa connaissance et quelle chance nous avons de l'avoir ce soir. Si je puis me permettre, tu es lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre et affecté au commandement des opérations spéciales. Tu enseignes toujours au collège interarmées de défense. Tu as été de nombreuses années journaliste. Et dans ta biographie, il est mis tu changes de cap, mais tu as été porte-parole du ministère de la Défense de 95 à 97. C'était Charles Millon. Et ensuite, tu es toujours expert en stratégie militaire, spécialiste des conflits et de l'armée, sur l'ensemble des questions de défense. Tu es probablement un des meilleurs connaisseurs français de la chose militaire et tu interviens souvent dans les médias français, spécifiquement sur France 2, mais aussi bien d'autres médias. Et notamment, on te voit souvent assez dans l'air, où j'ai eu le plaisir d'être avec toi un jour. Je parlerai de tes deux analyses, je crois qu'ils sont chez Perrin, le complexe de l'Autriche et de l'Autriche, non, parce que j'étais déjà sur von Meinstein et le stratège du Troisième Reich, je crois qu'il vient de sortir. Donc Pierre, on t'écoute. Alors on a résumé ce que tu vas dire sur ce soir, sur est-ce que la France est dans la cible d'Al-Qaïda, compte tenu des dernières offensives du conflit au Mali. Donc merci d'être là, on va t'écouter, je crois qu'il y aura beaucoup de questions, car ce sujet nous passionne, mais aussi nous passionne en tant que membre de la chaîne de l'espoir. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, je ne sais pas tout. Je me pose beaucoup de questions sur bien des théâtres d'opération actuels. La Syrie, par exemple, on en parlait tout à l'heure en aparté. Je suis incapable de savoir aujourd'hui ce qu'il faudrait faire en Syrie, tellement c'est un nœud gordien absolument tragique. Donc, je vais partager avec vous
des éléments d'information, d'éclairage, des questions que je me pose. Dans le complexe de l'autruche, qui est mon avant-dernier livre qui est paru chez Perrin, je m'étais intéressé, je m'étais interrogé sur les raisons des grandes défaites militaires françaises. En 70, où nous avons été écrasés en quelques semaines. En 1914, où nous avons été enfoncés en quelques semaines. En 1940, où nous avons été envahis, battus et occupés en quelques semaines. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi la France avait perdu ses batailles, ses guerres, alors que la France était à chaque fois un grand pays, avec une grande armée, avec une tradition militaire, avec du bon matériel militaire, contrairement à ce que l'on a dit. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi on avait perdu. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans ce qui me constitue, à la fois je suis journaliste, je suis aussi, je suis colonel maintenant de réserve, mais voilà, j'essaye à la fois d'être quelqu'un qui observe, qui regarde, et puis qui va sur le terrain modestement pour servir. Mais j'ai envie aussi d'essayer de jouer un rôle modeste vis-à-vis de mes concitoyens, d'éclaireur ou éventuellement de sonnette d'alarme. Je ne sais pas si j'ai raison, mais vous verrez ce que je vous dirai à la fin de mon propos pour essayer d'anticiper sur les problèmes qu'on a devant nous. Avant de vous parler principalement du Mali, du Sahel, qui me semble être le problème le plus chaud aujourd'hui, même si je n'oublie pas l'Afghanistan, la situation qui se détériore, l'Irak, dont on parle très peu, où la situation est absolument tragique, la Syrie, on pourrait continuer comme ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup de théâtres qui sont très chauds. Avant de vous parler du Sahel, du Mali, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de quoi les événements auxquels on a assisté depuis janvier sont gros, en lien ou non avec le printemps arabe, peut-être quelques mots plus larges pour vous faire partager une conviction qui est assez banale, c'est que quand on regarde le paysage sécuritaire, le paysage du monde de la défense depuis quelques années, la tarte à la crème qu'on utilise tous, nous les spécialistes des questions de défense, c'est le fait de dire nous sommes dans un monde incertain. Alors, certains disent oui, mais c'était toujours comme ça. Non, à l'époque des deux blocs, c'était moins incertain. Les uns et les autres savaient en gros où étaient les amis, les ennemis, et qui étaient les alliés de nos ennemis ou de nos ennemis. Donc tout ça, heureusement, a disparu. Le bloc soviétique a disparu, c'est formidable. Mais nous sommes rentrés depuis cette époque dans un monde extraordinairement incertain. Et cette incertitude, on le voit très bien à travers l'apparition de ce qu'on appelle un peu pompeusement des surprises stratégiques, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas anticipées, qui n'ont pas annoncé leur arrivée par des signaux faibles ou forts annonciateurs de grands changements, et qu'on prend en quelque sorte en pleine figure. Vous savez que la France a sorti un nouveau livre blanc qui fait une analyse, je dirais, des grands lieux de tension internationaux et qui définit le cadre de notre défense. Donc cette année, le précédent était sorti en 2007. Il n'y a pas beaucoup d'années de séparation entre ces deux livres blancs. Mais quelles sont les grandes surprises qu'on n'avait pas vu venir? Les printemps arabes. Pas un seul diplomate, et je ne leur jette pas du tout la pierre, mais pas un seul diplomate n'avait imaginé il y a 4-5 ans qu'il pourrait y avoir de l'autre côté de la Méditerranée des mouvements populaires qui pourraient aboutir à la chute de personnages, dictateurs, chefs autoritaires, enfin tout ce que vous voulez, qui étaient visiblement solidement en place en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Ça n'était ni envisagé, ni vraiment envisageable. Et vous voyez bien à quel point aujourd'hui c'est une donne extrêmement importante. Quid de la Turquie en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un printemps turc qui est en train de naître? Ou est-ce que le printemps turc se terminera comme le printemps iranien qu'on a oublié, mais qui a été le premier des printemps, c'est-à-dire une bonne partie de la jeunesse iranienne descendant dans la rue pour dénoncer le vol de l'élection présidentielle par Ahmadinejad? Peut-être que vous en souvenez, ça a été réprimé dans le sang, ce printemps s'est effacé, mais d'autres sont apparus par la suite qui ont réussi. Et donc, je suis incapable de vous dire que vont devenir ces printemps arabes. Je vous dirai quelles sont les préoccupations que je peux avoir, mais comment ça va tourner, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer en Turquie? Et donc, ces surprises, par définition, hein, c'est la définition d'une surprise, ben vous n'y attendez pas et ça arrive. Premier exemple de surprise, les printemps arabes, pas vus, et nous n'avons pas terminé, je dirais, de
vivre, de regarder les soubresauts de ce qui se passe dans les printemps arabes, avec des choses extrêmement positives, très belles, et de très très gros sujets de préoccupation, par ailleurs. Autre surprise stratégique, on n'avait pas imaginé que les Américains se retireraient à ce point-là des problématiques européennes et des problèmes de sécurité en lien avec l'Europe. Les Américains, notamment à cause de la crise économique, c'est vraiment America First, donc retour sur les États-Unis avec la nécessité de redresser économiquement le pays et une volonté de se désengager des conflits, et y compris dans la zone moyen-Proche-Orient et de l'autre côté de la Méditerranée, laisser faire les Européens et pousser les Européens qui malheureusement pour la plupart se sont habitués ces dernières années à vivre pépère et tranquille sous la protection américaine, ce qui fait que tous nos partenaires européens ont pour la plupart sacrifié leur défense. Vous n'avez pratiquement plus que les Français, les Britanniques et les Allemands sur le plan budgétaire qui ont une défense qui tient à peu près la route. Tous les autres pays européens ont laissé tomber en se reposant sur les Américains, mais surprise, les Américains, eux, se désengagent, se tournent vers l'Asie et n'ont pas du tout envie d'intervenir dans ces conflits. Sur la Libye, Barack Obama ne voulait pas du tout intervenir sur la Libye, estimait appuyer tout à fait la France et la Grande-Bretagne, mais ne voulait pas intervenir en Libye du tout. Et il l'a fait à cause d'un complot de femmes, complot entre guillemets. Il se trouve que plusieurs femmes dans l'entourage de Barack Obama, à des postes importants de sécurité nationale et à l'ONU, 3 femmes en l'occurrence, ont convaincu Barack Obama de soutenir activement les Français et les Britanniques dans la guerre de Libye, notamment grâce à des avions ravitailleurs, du renseignement, etc. Mais sinon, la première posture de Barack Obama, c'était non, on ne va pas remettre le pied, on a eu du mal à sortir de l'Irak, on va sortir de l'Afghanistan, on ne va pas commencer à réenclencher des conflits dont on sait quand ils commencent, mais dont on ne sait jamais quand est-ce qu'ils se terminent. Et ça, c'est plutôt une surprise stratégique, on ne s'attendait pas à ce que les Américains comme dirais, changent de posture, changent de regard, se tournent complètement vers l'Asie et avec la crise économique, se tournent vers des problèmes domestiques, comme l'on dit. Autre surprise, mais je pourrais en énumérer bien d'autres, c'est la crise économique. Après la première, la seconde crise économique, met évidemment les budgets des pays développés, notamment européens, à plat et rend encore plus difficile un effort budgétaire pour la défense. Voilà. Je pourrais en donner d'autres. Vous avez des mini-surprises stratégique. Très récemment, vous savez que ça me fait la transition avec le Mali et l'ensemble de la zone du Sahel. Vous savez que l'Algérie, au début du mois de janvier de cette année, a autorisé la France à utiliser l'espace aérien algérien pour que des avions de combat, notamment des Rafales, partis de Saint-Dizier, puissent en ligne plus directe, traverser l'espace aérien algérien pour aller frapper sur la courbe du Niger, là où se trouvaient les djihadistes au début du mois de janvier. Vous m'auriez posé la question 2 jours avant. Est-ce que, Pierre Servant, vous qui connaissez ces sujets, etc., vous pensez possible que l'Algérie, un jour, autorise le survol de son espace aérien par des avions de combat français ? Je vous aurais répondu, écoutez, si tout va bien dans 50 ans, voilà, mais pas avant. Bon, et bien ça s'est passé donc au mois de janvier, et visiblement c'est dû notamment à une relation particulière qui s'est nouée entre le président Bouteflika et François Hollande, le président François Hollande, lors de la visite de François Hollande en Algérie. Donc il y a eu ce rebond derrière et ce déblocage de la part du président Bouteflika, même si une partie des autorités algériennes, c'est un système très compliqué, hein, le pouvoir en Algérie, mais une partie du pouvoir n'était pas d'accord et une partie de la presse n'était pas d'accord. Il faut savoir aussi pour la petite histoire que normalement cette information ne devait pas fuiter et que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui a, pour montrer l'évolution positive des relations avec les Algériens, donné cette information qui a mis Alger dans une panade noire. Mais pour revenir à ma surprise, je n'aurais jamais cru cela possible avant très très longtemps. Donc, tout ça pour vous dire que les politiques, les diplomates, les militaires hein, qui sont sur le terrain sont confrontés à l'évolution de ce monde où l'incertitude est vraiment la marque majeure. On ne sait pas exactement quelles sont les menaces de demain. La France n'a pas d'ennemis.
Et pourtant, différents groupes ont déclaré la guerre à la France. Mais ces groupes n'appartiennent pas à un État, n'ont pas d'uniforme, n'ont pas de drapeau. Donc nous n'avons officiellement aucun ennemi, mais nous sommes pourtant l'ennemi de certains groupes. Alors, le Mali. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent bien la situation dans toute la zone du Sahel, mais disons que je pense que l'opinion publique française a, en grosso modo, découvert le Mali un peu en 2012, quand les djihadistes ont occupé le nord du Mali, et puis surtout au début de l'année où la France a été engagée. Mais sinon, franchement, le gros de l'information s'est jamais porté sur ce qui s'est passé depuis des années, car on ne se trouve pas avec une situation de cette nature, avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en position de force dans ce pays, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une évolution, et sans faire trop long, je pense quand même qu'il est important de vous dire d'où ça vient, vous expliquer pourquoi on en est arrivé là au mois de janvier, pourquoi la France est intervenue, quels sont les éléments positifs de son intervention, qu'est-ce qui a bien marché, et quels sont les problèmes qu'on a devant nous, parce que ce sont des problèmes là aussi, enfin, okay, je me serais trompé sur l'Algérie, donc je me trompe peut-être, mais à mon avis, on les a sur les bras pour 40 à 50 ans, et on ne va pas les régler en 15 jours, à mon avis. Alors, juste très rapidement, vous vous souvenez, si je puis dire, les années 90, cette terrible guerre civile en Algérie, le pouvoir algérien qui accepte, après des décennies de pouvoir totalement contrôlé par une faction, à ouvrir un peu le jeu démocratique. Et malheureusement, comme souvent dans un système qui est comprimé, quand l'ouverture se fait, c'est souvent le discours le plus radical qui arrive à récupérer la mise. Là, en l'occurrence, vous vous souvenez, c'est le Front islamique du salut qui s'est retrouvé rapidement aux portes du pouvoir, et tellement aux portes du pouvoir que les militaires algériens ont dit « Attendez, stop, on arrête dans les deux sens du terme, on arrête les élections et on arrête les leaders du Front islamique du salut ». Derrière, vous avez eu 10 ans de guerre civile, on parle de 100 000 à 200 000 morts, quasiment tous musulmans. Donc il faut bien voir là que cette guerre-là, c'est une guerre qui a fait des morts musulmans et dans des conditions abominables, puisque le bras armé du fils, qui a pris plusieurs noms, vous aviez l'armée islamique du salut, AIS, puis le GIA, groupe islamique armé qui est plus connu, et pendant ces 10 ans, terrorisme, répression, contre-répression, donc on fait tous ces morts dans des conditions abominables, avec des villages passés au fil de l'épée par les gens du GIA, des actions des services de sécurité et de police extrêmement brutales, donc une époque abominable. À un moment, dans ces 10 années, vous avez, parce que très souvent dans ces groupes islamiques armés, vous avez souvent des factions, des sous-factions, des groupes qui se divisent, qui ne vont pas être d'accord sur telle action. Et il y a un groupe qui est important, qui apparaît en Algérie, qui est composé d'Algériens, et qui s'appelle le groupe salafiste de prédication et de combat. Alors, j'aime bien ce terme parce que eux affichaient très clairement la couleur du combat des djihadistes. Groupe, c'est un groupe. Salafiste, c'est une vision très radicale des sunnites, c'est-à-dire c'est une des deux grandes familles musulmanes, et à l'intérieur de cette grande famille, donc les sunnites, c'est une vision totalement rigoriste, sectaire, djihadiste, donc le salafisme, cette branche-là, donc groupe salafiste, le menu est affiché, de prédication et de combat, et j'ai tendance à dire qu'en fait, ils affichent très très clairement le programme, c'est soit tu te convertis, soit je te tue. Donc il n'y a pas d'option possible, et il faut savoir que cette posture qui est la leur vaut aussi pour les sunnites non salafistes, pour les chiites qui sont déjà des apostats, et puis évidemment après les plus ou moins grands satans entre les juifs, les chrétiens, etc. Et évidemment les Américains étant le grand satan de tout ça. Donc groupe salafiste de prédication et de combat, c'est une dissidence du GIA, des Algériens, qui, au bout d'un certain moment, compte tenu de l'affaiblissement de leur position, ce groupe descend plus au sud de l'Algérie, dans le nord du Mali, dans cette zone désertique, parce que c'est une zone moins dangereuse pour eux. Donc dans les années 2000, vous avez peut-être 150
200 combattants, mais certainement moins, des Algériens, qui descendent dans le Nord Mali, plutôt pour s'y réfugier. Ils restent en contact avec leur chef, qui s'appelle Abdelmalek Droukdel, qui lui est planqué dans les montagnes algériennes, donc ils correspondent. Il y a des attentats qui continuent à être montés en Algérie, mais ces groupes-là descendent dans cette zone désertique et commencent à sillonner cette bande de désert qui chevauche la Mauritanie, le Mali, le Niger, jusqu'au Tchad, où ils sont en totale liberté. Ils ont quelques Toyota, quelques véhicules, de l'armement léger, Kalachnikov, armes de poing, RPG, et, pour parler vulgairement, ils s'emmerdent un peu. Mais dans cette zone, ils rencontrent qui? Des touristes. Donc ils vont commencer assez tôt à faire ce qui se fait dans cette zone depuis la nuit des temps, c'est de capturer des personnes et de rançonner. Mais ils vont le faire de façon intensive, et les services de renseignement occidentaux estiment qu'en une dizaine d'années, ils auraient engrangé entre 40 et 60 millions d'euros. Dans des zones totalement pauvres, souvent abandonnées par le pouvoir central. Donc vous imaginez ce que cette manne financière permet de faire à des groupes de combat en termes d'achat de solidarité, mais aussi en termes, vous qui faites du développement, êtes au plus proche des préoccupations des personnes, de leurs souffrances, eux font pareil. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à la philosophie d'Al-Qaïda, et c'est pour ça que le GSPC se franchise Al-Qaïda pour le Maghreb islamique en 2006 ou 2007, de façon à prendre une franchise beaucoup plus forte et visible. Mais ces groupes restent conformes à certaines grandes directives d'Al-Qaïda. Je vous en donnerai un certain nombre, notamment une qui est il faut se brancher au plus près des problématiques sociales, comme les frères musulmans ont pu le faire ailleurs. Et en se mettant au plus près des préoccupations sociales, derrière, vous parviendrez beaucoup plus aisément à, entre guillemets, vendre le salafisme. Parce que les personnes qui vous écouteront prêcher, eh bien, vous les aurez aidés, vous aurez reconstruit un puits, etc. On retrouve ça aussi en Afghanistan. Ceux d'entre vous qui sont allés en Afghanistan, vous savez peut-être que dans certaines zones qui ont été contrôlées par les talibans ont imposé le fait que les dots, vous savez qu'en Afghanistan, c'est l'homme, c'est le fiancé qui doit payer une dot à la famille de la fiancée pour pouvoir l'épouser. Ce n'est pas la fiancée qui apporte la dot. Et avec la guerre, ces dots ont eu une inflation terrible. Eh bien, dans les zones contrôlées par les talibans ont imposé des dots faibles. Et ils ont battu, parfois exécuté, les pères qui imposaient des dots élevées aux fiancés. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo pour le jeune Afghan qui a pu se marier parce que la dot a été ramenée à un niveau très faible par les talibans. Lui, il voit ça. Le reste, il s'en fout. Donc, il faut savoir que Al-Qaïda, d'une façon générale, se branche toujours sur les questions sociales. Premier point. Deuxième point, comme c'est un mouvement internationaliste, par ce biais-là, ils vont se brancher sur des problématiques politiques locales. Et pour pouvoir être mieux installés, mieux implantés, sachant que ce sont des étrangers, puisque dans la mouvance Al-Qaïda, vous avez des Algériens, bien sûr, mais des Yéménites. Le chef d'Al-Qaïda en Irak était un Jordanien. Vous avez des Tchétchènes, vous avez des Libyens, etc. Vous avez des ressortis des Égyptiens, vous avez maintenant des Canadiens, pas mal de Canadiens, d'autres Européens, quelques Français, etc. Et Al-Qaïda donne comme directive à ses chefs de guerre étrangers d'épouser les filles des grandes familles locales. Donc c'est ce que Al-Qaïda a essayé de faire en Irak avec les grandes familles sunnites. Ça a été un échec qui a aidé Petraeus à récupérer les grandes familles sunnites qui ne voulaient pas donner leurs filles aux combattants d'Al-Qaïda. Mais par exemple, Mokhtar Ben Mokhtar, un des chefs algériens, a épousé une fille d'une grande tribu de Tombouctou. Donc vous voyez cette approche qui est une approche très subtile, très intelligente, qui s'inscrit dans le terrain, dans le contexte social, local. Ils font le même job que vous. De l'écoute, de l'attention, du fric, de l'argent, de l'aide, de la présence, on rend des services, on met en place des soins, etc. Et derrière, là, ils font ce que vous ne faites pas. Ils vendent le salafisme et ils vendent le djihad et la charia. Donc, ils ont fait ça, c'est
ces petites katibas, groupes de combat, un ou deux groupes de combat structurés autour de cette centaine, 150 gars du départ. En l'espace d'une dizaine d'années, ils sont parvenus à nouer des relations dans toute la zone, à acheter des complicités, à proposer des formations au terrorisme et à la guerre indirecte à différents groupes de combat dans cette zone. Par exemple, la secte Boko Haram, dont vous avez beaucoup entendu parler sur le Nigeria, parce que c'est eux qui auraient enlevé la famille Moulin-Fournier au Nord Cameroun, même si j'ai un doute. Mais la secte Boko Haram, qui est une secte qui a ces dernières années pris l'habitude de mettre des bombes dans les églises le soir de Noël, c'est une partie de ces activités parmi d'autres. Plusieurs centaines de combattants de Boko Haram ont été formés dans le Nord Mali, par petits groupes, par les gens d'AQMI. Ils sont repartis avec de l'argent, de l'entraînement et du matériel militaire. Donc, cette petite équipe-là est parvenue, au fil des ans, à s'implanter et, derrière son implantation, de mettre aussi en place une logistique militaire. Ceux qui connaissent ces zones-là, c'est des zones immenses, désertiques. Avant, quand ça se faisait à dos de chameaux, il fallait repérer les points d'eau. Rappelez-vous Laurence d'Arabie, enfin tous ces paysages-là, même si ce n'est pas dans cette zone-là. C'est la même chose pour avoir de l'armement, de l'essence, de l'eau, du ravitaillement. Et ça, vous l'avez à partir du moment où vous achetez les complicités dans les villages. Cette complicité, vous l'avez à cause de ce que je vous ai raconté. AQMI est allé plus loin en commanditant certains enlèvements. Je vous dis rapidement comment ça se passe. À Tombouctou, vous avez un grand marchand qui est connu de tout le monde, qui trafique à peu près de tout, puisque vous êtes dans des zones de trafic ancestraux. Drogue, armes, êtres humains. Depuis la nuit des temps, ces zones-là sont désertiques et très peuplées. Très peuplées entre guillemets, elles sont très peuplées de caravanes, de groupes qui transitent. Et il faut savoir que tous les pays de la zone dealent avec les différentes mafias, pas seulement par perversité, bon, ça leur rapporte un peu de l'argent, mais surtout parce que ce sont des canaux de connexion et d'information et de renseignement. À partir du moment où vous êtes dans les réseaux qui trafiquent, vous savez ce qui se passe dans le golfe de Guinée, vous savez ce qui se passe dans le Nord Mali, vous savez ce qui se passe en Algérie, parce que tout ce petit monde, en trafiquant, apporte aussi de l'info. Ce qui fait que la plupart des pays, ou certains services des pays de la zone, sont impliqués dans de nombreux trafics. C'est pour cela aussi qu'on a longtemps accusé l'Algérie de laisser faire AQMI au sud, parce que finalement, à la fois ça l'arrangeait que AQMI soit au sud et pas en Algérie, même s'il faisait des trafics. Éventuellement, ça permettait de récupérer un peu d'argent, et ça permettait de focaliser à tel ou tel endroit des combattants djihadistes. Pour vous montrer aussi que donc, vous avez des connexions entre le djihad, le djihadisme, et le gangstérisme, c'est-à-dire les trafics. C'est pour ça qu'un des chefs d'Al-Qaïda était appelé M. Marlboro, puisqu'il trafiquait sur les cigarettes, ce qui est interdit par une stricte observance de l'islam. Mais il suffit d'avoir une fatwa pour expliquer que c'est pour le djihad, et donc, a priori, on doit pouvoir s'en sortir. En tout cas, lui s'en est sorti de cette façon. Donc, vous voyez, maillage du terrain, proximité avec la population, achat d'armes, achat de matériel informatique très sophistiqué, achat de matériel militaire sophistiqué également, jumelles de vision nocturne, système de communication assez sophistiqué, beaucoup de matériel informatique, des caméras vidéo, etc. Tout cela aussi s'est tiré des enseignements des talibans en Afghanistan, qui eux-mêmes ont bénéficié de l'expérience et du savoir-faire des combattants djihadistes d'Irak. Ce sont des structures très souples, ce n'est pas du tout des entreprises, comment dirais-je, très hiérarchiques, mais tout ce petit monde communique, échange des savoir-faire, soit à fin d'idéologie, soit à fin d'action de guerre, de terrorisme, kamikaze, montage d'embuscades, etc. Donc, encore une fois, avec cet argent et cette puissance d'AQMI, et surtout avec la passivité de pas mal d'États, ces deux pelés et trois tondus sont parvenus à devenir une puissance dans le Nord et à nouer des alliances avec des mouvements locaux. Là aussi, tradition d'Al-Qaïda, qui s'était associée aux talibans, c'est Al-Qaïda ayant une vision
internationaliste, une vision du djihad. Tous les textes d'Al-Qaïda estiment que de toute façon, le monde sera, non pas musulman, mais sera salafiste dans 50 ans, un siècle, 2 siècles. Ça n'a pas tellement d'importance de savoir quand, mais ça arrivera. Et ils ont une vision planétaire. Et ils s'associent localement avec des forces qui, elles, ont des préoccupations et des engagements locaux. Donc, en l'occurrence, au Nord-Mali, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces djihadistes algériens? Eh bien, ils ont trouvé les Touaregs, et notamment les Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, qui, eux, ont un projet très simple, c'est que le Mali soit coupé en deux. Ils ne veulent avoir rien à faire avec les Noirs du Sud, qu'ils ont esclavagisés pendant des siècles et des siècles, et ils ne veulent pas être commandés par Bamako, donc par les Noirs du Sud. Donc c'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est un des éléments très, très problématiques de la situation au Mali aujourd'hui. Donc, mouvement de l'Azawad qui, lui, veut simplement avoir l'indépendance du Nord. Il faut savoir que les Touaregs sont religieux, enfin sont musulmans, mais laïcs, et que sont les hommes qui sont voilés et pas les femmes. Et que c'est une population extrêmement ouverte sur d'autres cultures, qui accueille des touristes, des étrangers. Voilà, donc ça pour les Touaregs. Au fil de ces années, les gens d'Al-Qaïda sont parvenus à attirer vers eux, vers leur conception du monde, une partie des Touaregs, qui se sont retrouvés dans un mouvement qui s'est appelé Ansar Eddin, avec un chef Touareg qu'on connaît bien, les Occidentaux le connaissent bien, Al-Ghali, parce qu'il nous a souvent servi d'intermédiaire pour libérer certains de nos otages. Et ce personnage s'est radicalisé, certains pensent qu'il s'est radicalisé au contact d'Al-Qaïda, qui s'est radicalisé également quand il est parti en Arabie Saoudite, où dans le cadre d'un plan de réconciliation entre le Sud et le Nord au Mali, il a été nommé consul général du Mali en Arabie Saoudite. Vous savez que malheureusement nos amis saoudiens sont parfois assez actifs aux côtés des mouvements radicaux islamistes. Et donc ce personnage, quand il est revenu, s'est radicalisé et a créé un mouvement Touareg qui finalement avait deux objets, deux approches. Une, la libération du pays, mais également le djihad et l'application de la charia partout. Donc, si vous voulez, ce personnage et le mouvement qu'il a créé est une synthèse entre les objectifs internationalistes d'AQMI et les objectifs du MNLA, Mouvement national de libération d'Azawad, donc vision purement territoriale. Et puis il y a un troisième mouvement, le Mujao, qui pendant longtemps était plutôt un mouvement de gangsters, mais qui s'est rapproché de la mouvance religieuse des salafistes pour faire un mixte entre le trafic et une option religieuse radicale. Qu'ont fait les autres pays du pourtour? Pas grand-chose, sauf par exemple la Mauritanie, parce qu'évidemment, tous ces petits groupes-là, au bout d'un moment, quand ils se sont sentis forts, ont commencé à pousser. D'abord, ils sont allés chercher des otages plus loin, ils sont allés en chercher au Niger, à Arlit, là où nous avons les usines d'Areva, et donc ils ont capturé un certain nombre d'otages. Ils sont allés à Niamey, capturer aussi 2 jeunes Français. L'un des deux allait se marier avec sa fiancée malienne qui devait épouser en quelques jours. Son copain l'avait rejoint. Il a été capturé, enlevé. Les forces spéciales françaises qui étaient sur zone ont monté une opération pour les récupérer, qui malheureusement s'est terminée par la mort des preneurs d'otages, mais également des jeunes Français. Donc, vous voyez, ce mouvement pousse de partout, noue des liens. Et la plupart des pays du pourtour sont embarrassés parce qu'ils ont tous des problèmes avec des rébellions internes et les pouvoirs centraux ne savent pas très bien comment faire. Et de toute façon, ce sont des pays qui restent quand même marqués par une profonde corruption. Et donc, l'argent, j'ai lu des rapports sur le Mali, dans lesquels, des rapports internationaux, dans lesquels il était dit que à peu près 80% des diplômes de la fonction publique malienne étaient des faux. Bon, ce qui rend absolument héroïque et extraordinaire les 20% restants qui ont des vrais diplômes. Bon. Donc, énormément de problèmes de corruption dans tous les pays. Juste, peut-être, de façon à arriver à la France et au rôle de la France au début de l'année, est-ce que la France est restée indifférente face à cette évolution-là? Non. Ça fait plusieurs années que la France essaye d'attirer l'attention des autres pays européens sur, pardonnez-moi l'expression un peu militaire, mais le merdier qui est en train de s'installer au Sahel.
et sachant que cette situation très préoccupante se trouve, si vous voulez, juste dans l'arrière-cour des printemps arabes, des pays qui se trouvent plus en bordure de la Méditerranée. Donc derrière, si je puis dire, vous avez ce ventre mou qui était en train de se constituer avec des groupes de combat qui se mettaient en place. Donc la France a essayé de secouer les énergies et en fait, elle s'est heurtée à pas mal de murs. Les Américains, qui ont quand même un commandement à Djibouti, qui ont pas mal de moyens de surveillance sur la zone et qui font une coopération assez étroite avec les Français pour surveiller. Il y a eu des manœuvres communes aussi entre les forces spéciales françaises et américaines dans la zone, mais qui ne s'estiment pas en première ligne sur le problème. Les autres pays européens, très tournés vers leurs préoccupations nationales compte tenu de la crise économique, et n'ayant pas tellement envie d'intervenir en Afrique, parce qu'ils estiment qu'intervenir en Afrique, c'est surtout aller à l'encontre de gros problèmes, que c'est compliqué d'intervenir en Afrique, notamment parce qu'il y a trop de massacres, et que donc, si un pays européen intervient, il y a toujours le risque, d'une façon ou d'une autre, d'être accusé de complicité, etc. Et de ce point de vue-là, certains trouvent que la France est plutôt bonne poire, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la France a eu du mal à sensibiliser ces pays-là, et les pays concernés directement, eux, ont un gros problème, c'est que la France leur proposait un soutien militaire, de la formation. Or, ce sont des pays qui ont des rébellions internes, qui jouent beaucoup du registre colonisé, ancien colonisateur, la France ancienne puissance colonisatrice, ce qui fait que les pouvoirs centraux ont parfois du mal à accepter l'aide de la France en termes de formation, compte tenu de ces problèmes-là. Alors certains pays l'ont accepté, comme la Mauritanie. Vous avez des forces spéciales françaises, c'est-à-dire des commandos qui font de la formation en Mauritanie depuis 2009, notamment de la formation au contre-combat contre les groupes terroristes, les groupes de commandos venus d'Al-Qaïda. Et puis, compte tenu de la présence de pas mal d'otages français dans la zone, la France avait pu mettre également des forces spéciales au Burkina Faso. Et puis, nous avons au Tchad une base depuis Épervier, qui est là depuis 30 ans, avec notamment des Mirage 2000 qui sont présents dans la zone. Et l'année dernière, le nouveau gouvernement, avec notamment Jean-Yves Le Drian comme ministre de la Défense, s'est énormément démené pour que l'ONU et la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, prennent ce problème à bras-le-corps. Pourquoi ? Eh bien parce que AQMI était parvenu avec ses alliés à conquérir le nord du Mali. Vous en souvenez, donc le nord du Mali, c'est une fois et demie la France. Donc en 10 ans, les 150 gars descendus d'Algérie sont parvenus à conquérir un territoire grand comme une fois et demie la France. Donc là, les risques de déstabilisation dans la zone devenaient majeurs, et donc la France est allée tirer sonnette d'alarme du côté de l'Union européenne, de l'ONU, des pays africains. Bon, tout le monde a bien parlé, a trouvé que c'était très très mal, mais les plans de mise en place d'une force d'intervention africaine, c'est toujours un bins pas possible. En plus, il suffit. Pourquoi ? Parce que notamment les chefs d'État africains qui seraient prêts à mettre des troupes, ils n'ont pas envie de mettre les meilleures troupes au pot, parce que les meilleures troupes, ils les gardent pour la protection de leur pouvoir. Donc c'est des processus très très compliqués, mais qui quand même, avec une résolution qui a été votée à la fin de l'année 2012, prévoyait un calendrier de mise en place d'une force africaine pour reconquérir le nord du Mali, pour redonner la souveraineté au Mali, et cette force aurait été appuyée par des moyens européens et français notamment. Appuyée, c'est-à-dire pas de combattants, pas de frappe française, toujours pour éviter les accusations de néocolonialisme, mais c'était ce schéma-là qui avait été construit très difficilement. Qu'est-ce qui se passe du côté des forces du Nord, des forces rebelles, djihadistes ? D'abord, ils ont commencé par tuer une bonne partie des Touaregs du MNLA. Pourquoi ? Parce que les Touaregs du MNLA, une fois qu'ils avaient eu la libération du Nord Mali, ils étaient contents. C'était leur objectif politique. Et quand ils ont vu que les djihadistes commençaient à détruire les lieux saints de l'islam à Tombouctou, ils ont dit, attendez, non, on ne s'est pas bien compris. Nous, on était d'accord pour la libération du Nord, mais pas pour le djihad et pas pour la charia. À dire, mais tu n'as pas bien compris. Nous, notre vrai nom, c'est groupe salafiste de prédication et de combat. Donc, comme ils n'ont pas bien compris, ils ont été étrillés, ils ont été tués par les gens d'Altmi,
Certains groupes de combat sont partis se réfugier au Niger parce qu'ils ne voulaient pas aller à Bamako. Mais donc, une bonne partie du MNLA, donc les Touaregs laïcs, ont été éliminés du jeu au profit de AQMI, Ansar Eddine, des Touaregs radicalisés, et le Mujao, des gangsters radicalisés. Et donc, tout ce petit monde très rustique, vivant dans des conditions très rustiques dans le nord du Mali, surfe aussi sur Internet. Donc c'est la caractéristique des talibans en Afghanistan, des groupes de combat d'Al-Qaïda en Irak, où là, ils sont rustiques, ils ont une Kalachnikov dans une main, éventuellement un couteau pour égorger, mais ils surfent sur Internet, ils ont des clés USB, ils tweetent, ils ont Facebook, et ils savent parfaitement ce qui se passe dans le monde occidental. Donc c'est pas parce qu'ils sont rustiques que ce sont des ploucs. Donc, tout ce petit monde a bien compris que la France allait finir par mobiliser la communauté internationale et africaine, et donc ils ont décidé, en janvier de cette année, de jouer leur va-tout, c'est-à-dire de monter 2 colonnes d'assaut avec les pick-up qu'ils ont pu acquérir, avec une partie du matériel militaire récupéré sur l'armée de Kadhafi, et ils ont donc fusionné leur groupe de combat, et ils ont commencé le 10 janvier à descendre au sud, c'est-à-dire au sud de la ligne de séparation, la courbe du Niger entre le Mali du Nord et le Mali du Sud, avec comme objectif des villes importantes comme Diabali, Konna, et certainement pour monter un réseau, vous voyez, ces attaques historiques qui étaient conduites à dos de chameau, foncer sur Bamako, en tout cas c'est mon interprétation, sans doute pas pour tenir Bamako, qui est une trop grande ville, mais en tout cas pour y pénétrer, y capturer des nouveaux otages. À Bamako, vous avez des banques, dans les banques il y a de l'argent, et puis il y a encore quelques casernes où il y a un peu de matériel militaire à récupérer. Donc c'est la situation dans laquelle la communauté internationale s'est trouvée, dans laquelle s'est trouvé le pouvoir malien à Bamako, qui est un pouvoir bancal, parce que tant qu'à ce que les choses aillent mal, autant qu'elles aillent très très mal, parce qu'il y a eu en plus un coup d'État, donc vous avez une junte qui a pris en partie le pouvoir à Bamako, donc c'est un vrai foutoir. Et donc à ce moment-là, à la fois Bamako, la communauté internationale, les pays africains disent à la France, faites quelque chose. Comme la France avait des forces spéciales sur place, dans un premier temps, ce sont des hélicoptères des forces spéciales qui sont intervenus pour mettre des coups d'arrêt, pour taper sur les têtes de colonne, donc les pick-up armés, et puis les avions de combat qui sont arrivés de N'Djamena. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le premier soldat, le premier officier tué au combat, le premier officier français, est un pilote d'hélicoptère des forces spéciales, le commandant Boiteux, qui est mort lors des opérations de frappe au sol sur les têtes de colonne. Il a malheureusement pris une balle de Kalachnikov dans la cuisse qui a sectionné l'artère fémorale. Et donc, pendant que son copilote tentait de lui faire un garrot, il a ramené la gazelle à la base arrière, d'où il venait, et il est mort en arrivant, vidé de son sang. La France a fait aussi autre chose sur le plan militaire, c'est que 2 jours après, vous avez des Rafales qui sont partis de Saint-Dizier et qui ont fait un raid de 4000 km, 5 ravitaillements en vol, grâce aux ravitailleurs notamment américains, car nous sommes courts en ravitailleurs, et 4 Rafales qui sont allés frapper, là encore, sur les colonnes de djihadistes, mais surtout sur les bases arrières des djihadistes. L'intelligence de la manœuvre française dans cette affaire, c'est d'avoir depuis des années observé par satellite, avions, notamment de la marine, les brigades atlantiques qui font de la surveillance et d'autres moyens plus simples, plus au sol, d'avoir pu identifier où se trouvaient les points d'approvisionnement des djihadistes. Et donc la France a tapé devant et derrière. Et ça permet, si vous voulez, d'étrangler les djihadistes. Et c'est pour ça qu'ils ont reflué très vite, en comprenant que les choses se passaient très mal. Je vais vous donner un détail pour que vous compreniez aussi que ces affaires militaires côté français, c'est des choses à hauteur humaine. Le chef d'état-major de l'armée de l'air française appelle la base de Saint-Dizier, qui est commandée par un colonel, le 12, et lui dit, écoute, je veux que demain, 4 Rafales aillent frapper 20 objectifs sur la ligne de confrontation. Tu prends les pilotes que tu veux. C'est toi qui choisis. C'est intéressant parce que souvent en France, je l'ai dénoncé dans mon livre Le complexe de l'autruche, on est dans un système qui est assez monarchique, où le chef pense qu'il doit s'occuper de tout, et que si ce n'est pas lui qui donne tous les ordres, ça va mal se passer. Donc là, on a un exemple très intelligent et intéressant de subsidiarité. Les Allemands nous ont écrasés notamment à 3 reprises parce qu'ils pratiquent beaucoup plus que nous la subsidiarité. C'est-à-dire chaque niveau de responsabilité agit au mieux de ses capacités
et le chef évite de passer son temps à emmerder tout le monde et à s'occuper des détails. Non. Les Allemands nous ont écrasés, notamment à cause de ça, pas que pour cela. Là, vous avez un exemple intelligent, intéressant, d'un commandement français qui donne cette indication-là. Et le commandant de base a choisi 4 pilotes, 3 pilotes de guerre et un jeune lieutenant. Alors, un pilote de guerre, c'est un pilote de chasse, qui est devenu pilote de guerre parce qu'il a frappé en Afghanistan, au Tchad, en Libye. Et le 4e était un jeune lieutenant qui n'avait jamais combattu, pour lequel c'était sa première mission de guerre. Et ça s'est très bien passé, ce qui est aussi la meilleure façon de prouver que la formation donnée dans les écoles d'officiers est la bonne, mais vous voyez aussi la prise de risque. La sécurité, dans un pays, la France, qui passe son temps à abuser du principe de précaution, c'est je prends que des cadors qui ont 10 ans de guerre, et ça. Non, il y a ce choix a été fait et il a été réussi. Tout ça pour vous dire que derrière ces opérations militaires que vous voyez de loin, sans peut-être nécessairement toujours bien comprendre, vous avez des hommes, et notamment des jeunes hommes et des jeunes femmes. L'armée professionnelle française est une armée jeune. Donc ce sont des garçons et des filles qui ont... Filles, parce qu'il y a des 12% de femmes dans les opérations, y compris les opérations militaires, les opérations de combat. Donc ce sont des jeunes qui ont 18, 20 ans et qui prennent des responsabilités dans des théâtres de guerre. Mais je dirais que comme certains des jeunes qui travaillent avec vous, pour vous, sont aussi jeunes et se trouvent confrontés à des situations sacrément sérieuses où il faut prendre ses responsabilités et pas passer son temps à pleurnicher ou à dire ah, mais c'était mieux sur Internet parce que c'était virtuel. Donc, rapidement, la France a frappé. Elle a frappé dans la profondeur, donc elle a tapé derrière, sur les lignes d'approvisionnement, ce qui fait que les djihadistes se sont éparpillés. On estime, on pense qu'il y avait peut-être 2000 combattants. Moi, j'en suis pas sûr, mais le ministère de la Défense parle de 2000 combattants. 600 auraient été tués. C'est-à-dire qu'il reste encore du monde. Mais dans ce monde, vous en avez beaucoup qui étaient des combattants d'opportunité. Dans des zones pauvres, si vous commencez à sortir des billets de 50 €, vous trouvez des combattants très facilement. Et notamment, certains combattants du mouvement de la Zawad, les Touaregs laïcs, ceux qui n'avaient pas été tués ont été achetés. Et donc, quand ça a commencé à mal tourner, ils se sont éparpillés. Mais ça veut dire que vous avez certains djihadistes qui se sont planqués en Mauritanie dans une forêt qui s'appelle la forêt de Diabali. D'autres sont remontés dans l'Adrar des Ifoghas, ce massif montagneux qui se trouve dans le Nord Mali, ce que les militaires français ont appelé le sanctuaire d'Aqmi. Et là, la détermination française a été de continuer à combattre avec les Tchadiens, avec quelques Nigériens également, dans l'Adrar des Ifoghas, et à frapper très durement de façon à casser la colonne vertébrale d'Aqmi et tout le matériel accumulé par Aqmi dans la zone. Je pense que tous ces objectifs ont été remplis. Est-ce que ça résout le problème? Non. Ça le simplifie, c'est une bonne chose, ça casse la dynamique d'Aqmi dans la zone, ça lui inflige une défaite, ça montre que ça n'est pas le plus fort, et sur le plan strictement militaire, les Français ont passé beaucoup de journées à faire sauter tous les dépôts d'explosifs, le matériel militaire qui avait été récupéré à Bamako, et à exploiter tout le matériel informatique, toute la documentation, tous les courriers envoyés par les différents chefs de guerre. Alors maintenant, mon dernier point, pour vous montrer que cette situation-là n'est pas isolée, qu'elle remonte sur les printemps arabes, sur les pays concernés par les printemps arabes, et elle remonte chez nous. Pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple réel qui s'est passé au mois de février. Au mois de février, les Français ont commencé à taper dans l'Adrar des Ifoghas. C'est un massif montagneux, c'est un peu comme Mars. C'est pas de la haute montagne, mais c'est une zone dans laquelle il y a de l'eau en permanence. C'est pour ça aussi qu'Aqmi s'est réfugié là. Mais une configuration de terrain très très compliquée pour les combats au sol, d'autant plus que certains axes étaient minés, donc chose assez difficile. Donc les Français ont d'abord frappé, à la fois avec de l'artillerie, des canons César, 40 km de portée, 1 mètre de précision à l'arrivée pour l'obus, et beaucoup de frappes aériennes, d'hélicoptères également, de façon à tester dans l'Adrar des Ifoghas les points qui avaient été repérés comme des points de concentration de force ou de matériel. Première frappe, rien de particulier. Il faut savoir que quand on frappe, tous les systèmes d'écoute et de surveillance côté français sont ouverts pour savoir ce qui se passe. Première frappe, rien de particulier. Deuxième frappe, rien de particulier. Troisième frappe, une énorme explosion. Donc ça veut dire que les Français ont touché un dépôt important. Mais surtout, à ce moment-là,
60 moyens de communication de l'adversaire s'allument, 60 portables, 60 téléphones satellitaires s'allument. Et on a la capacité à les repérer, à savoir où est-ce qu'ils appellent. Où est-ce qu'ils ont appelé? Libye, Tunisie, les autres pays africains de la zone et l'Europe. Donc ça veut dire que des gars qui se trouvaient dans la drare des IFOGA frappés par les Français ont eu le réflexe d'appeler pour dire ce qui se passait dans ces pays-là. Alors, il n'y a pas eu 100 appels en Europe, mais vous avez ces appels sur toute cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cancer d'AQMI a métastasé dans toute la zone. Alors je suis désolé, hein, je ne voulais pas faire de... Je sais que dans cette enceinte, de grands professeurs de médecine sont exprimés, mais là, l'image est simplement banale. Donc vous avez des métastases dans toute la zone. La Tunisie, il y a 1 mois et demi, l'armée tunisienne a combattu pour détruire un camp d'entraînement de gens proches d'AQMI en Tunisie. Tunisie, pas en Afghanistan, Tunisie. Les services secrets égyptiens ont démonté un double attentat qui était en train d'être mis en œuvre contre l'ambassade de France et des États-Unis, il y a 1 mois et demi. Bien. Donc ça veut dire que, évidemment, le chaos et la difficulté de l'apprentissage démocratique dans les pays qui sont, heureusement, je dirais, dans le mouvement du printemps arabe, heureusement parce que ça a été fondé sur une envie de libération, de prise de parole, de démocratie. Mais en même temps, ces processus sont très fragiles. C'est toujours difficile de faire la transition entre la dictature et la démocratie, a fortiori quand vous avez un effondrement économique de la zone. Parce que l'effondrement économique de la zone, il est dû à la crise de l'Europe, mais il est dû à la crise du tourisme. Parce que, évidemment, les touristes ne vont plus dans ces zones. Dans le pays d'Ogon, célèbre et fréquenté par de nombreux touristes, vous n'avez plus un chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de contact humain. Donc à ce moment-là, l'approche sectaire est renforcée, parce que l'altérité est affaiblie. Donc tous ces mouvements-là, tous ces mécanismes-là, on les trouve également en jeu dans les printemps arabes, ce qui fait que toute la zone, si vous voulez, est concernée. Ça n'est pas que le Mali, c'est toute la zone jusqu'au Sénégal, ça va jusqu'à tout à fait la bordure est de l'Afrique, ça descend jusqu'au golfe de Guinée, puisque vous avez énormément de trafic d'essence et de drogue par le golfe de Guinée. Donc c'est une situation qui est extrêmement préoccupante sur fond de pauvreté et offrant des opportunités, des terreaux pour un discours radical expliquant aux gens, mais si vous êtes malheureux, c'est parce que depuis la nuit des temps, il y a un complot contre l'islam. Ce qui est intéressant ces dernières années, et qui explique peut-être pourquoi, parce que je n'arrive toujours pas à l'expliquer moi, pourquoi vous avez des terroristes djihadistes, pour faire simple, qui se déclenchent à Londres, et qui sont médecins intégrés, à Boston, les frères Tsarnaïev, dont on a vu le profil, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le lumpenprolétariat du djihadiste, à qui on promet 70 vierges, puis qui passe à l'acte. On est dans une autre classe, une autre catégorie de personnes qui s'auto-déclenchent, souvent intégrées et parfois de bon niveau. Et certains estiment que certains textes très bien fichus venus de la mouvance de Ben Laden, et qui donc structurent un discours historique qui explique pourquoi depuis depuis la naissance de l'islam, il y a un complot mondial pour écraser, pour faire taire l'islam, et qu'aujourd'hui l'islam doit se réveiller, et que chaque musulman doit être un combattant de cela. Mais là, je vous le résume, mais les textes sont très bien fichus. C'est évidemment totalement bidon, mais c'est très bien construit, jusqu'à donner énormément d'exemples concernant la France, par exemple, sur le foulard islamique, sur un certain nombre de choses. Et regarde, même tu te crois intégré, ça, mais non, tu es menacé parce que tu es musulman, et donc vous avez tout ce discours qui est construit. Donc, on a évidemment cette préoccupation. Les services secrets français sont très, très préoccupés par la capacité éventuelle de djihadistes à s'auto-allumer tout seuls, hein, notamment des gens qui rentreraient de Syrie ou d'autres théâtres. Et par rapport à ça, c'est vrai que nos démocraties sont mal protégées. C'est pas simple de lutter contre cela. Alors,
Pour terminer, sans vouloir vous effondrer, parce que le paysage n'est pas génial, mais les aspects positifs, c'est qu'il y a des coopérations qui sont faites entre les grands pays, les services secrets coopèrent. Moi, j'ai servi au cabinet du ministre de la Défense quand je suis arrivé à l'hôtel de Brienne. On avait les attentats du métro Saint-Michel. 12 morts, 13 morts, puis après il y a eu une réplique aux Champs-Élysées, etc. Vous n'avez plus d'attentats en France depuis des décennies, alors qu'il y a des tentatives. Donc ça montre aussi l'efficacité, enfin des tentatives, des groupes potentiellement capables de monter des attentats. Donc ça prouve qu'on a des services qui fonctionnent bien, qu'il y a du partage d'informations. Voilà. Et je pense que la France a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Ça ne règle pas le problème. Il y a maintenant les problèmes politiques de réconciliation au Mali, de développement. Tout ça est extrêmement long. On a pu constater à quel point les camarades européens se sont précipités pour aider les Français dans cette affaire. Moi qui suis pro-européen, c'est assez désastreux parce que ça concerne toute l'Europe. Alors les Britanniques ont fourni du matériel, des ravitailleurs, pas des ravitailleurs, des avions de transport. Il y a des coopérations en termes de matériel, mais quand il faut vraiment mettre des hommes et risquer la vie des hommes, franchement, il n'y a pas grand monde dans ces problèmes. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a deux options, et je suis à peu près certain que c'est aucune des deux qui se réalisera, mais je les donne de façon à fixer le paysage. La première option, c'est une option optimiste, positive, c'est-à-dire que les printemps arabes vont s'installer durablement, c'est-à-dire qu'ils vont parvenir à faire leur apprentissage démocratique. Vous remarquez que les frères musulmans qui sont au pouvoir en Égypte et en Tunisie, aujourd'hui, se battent très durement contre les djihadistes, c'est-à-dire qu'ils leur interdisent de tenir des congrès, ils détruisent les camps d'entraînement, donc vous avez un affrontement entre les djihadistes radicaux, terroristes pour faire simple, et les frères musulmans qui sont au pouvoir, même si moi je n'ai pas un enthousiasme fou vis-à-vis des frères musulmans, mais c'est la situation à l'heure actuelle, et donc on peut espérer que les printemps réussissent, s'incarnent, que ça puisse se passer éventuellement en Turquie ou ailleurs, et que donc finalement le terreau d'Al-Qaïda, qui est vraiment le chaos, la destruction, la paupérisation de façon à faire jaillir son discours, ce terreau va aller diminuant, parce que plus vous développez, plus vous créez des relations, plus vous libérez la parole et l'énergie démocratique, moins Al-Qaïda a de terreau. Vous aurez remarqué qu'au démarrage des printemps arabes, vous n'avez absolument pas les mouvements radicaux djihadistes dans l'affaire, parce que pour eux c'est une très très mauvaise nouvelle que les hommes et les femmes descendent dans la rue, demandent des droits, etc. C'est très très mauvais pour eux. Donc le scénario optimiste, c'est que tout ça se développe positivement, que les Européens mouillent un peu la chemise pour aider au développement, parce que c'est difficile de construire la démocratie sur fond de crise économique. Donc vous avez là potentiellement un cercle vertueux qui pourrait se mettre en place. C'est évidemment celui que je souhaiterais voir se mettre en place. Vous avez un autre scénario qui lui est moins rose, qui est même très noir, sur fond de dégradation de l'ensemble. La crise économique continue d'affecter les pays européens, les égoïsmes nationaux sont exacerbés, l'apprentissage démocratique se fait mal parce que c'est une exigence très très forte, et en plus avec une crise économique également pour les pays du printemps arabe. Le risque à ce moment-là, c'est la conjonction de trois forces. C'est que les islamistes au pouvoir, les frères musulmans pour faire simple, notamment en Égypte, en Tunisie, mais qui sont très actifs aussi dans les camps de réfugiés syriens en Turquie. Ceux qui essayent de faire du contrôle de masse dans les camps de réfugiés en Turquie, ce sont les frères musulmans. Parce qu'ils ont une habitude de l'action politique souterraine. Donc le risque, c'est que cette force-là, les islamistes politiques, fassent alliance avec les djihadistes terroristes, et que ces deux entités cherchent des bras, une masse de manœuvre, des soldats. Et que ces soldats, ils les trouvent parmi la jeunesse du Sahel, dont un grand nombre sont dans des camps de réfugiés, sont abandonnés à eux-mêmes. On commence
déjà à les retrouver dans les combattants d'AQMI. Les soldats français qui ont combattu dans la Drare des Ifoghas ont trouvé pas mal de jeunes de 13-14 ans drogués qui servaient à la fois de boy pour les djihadistes, mais aussi de combattants. Et parmi les premiers kamikazes qui sont allés se faire sauter à Gao, à Tombouctou ou ailleurs, ce sont surtout des jeunes, 13-14 ans. Donc, le risque à terme sur fond d'une dégradation continue, c'est qu'il y ait alliance des trois. Et à ce moment-là, là, ça sera très très préoccupant, parce qu'il y aura la force politique des islamistes, la capacité au terrorisme d'Al-Qaïda et les hommes pour porter le feu, pris dans les camps de réfugiés. Vous savez que ce sont des zones, vous les connaissez, où plus de 50% de la population a moins de 20 ans, et ces jeunes sont abandonnés. Donc, enfin, en grand nombre, sont abandonnés dans des situations épouvantables, et vous êtes certainement, d'une façon ou d'une autre, en contact avec eux. Et donc, sur fond de désespérance, type de discours, encore une fois, djihadiste, allié aux islamistes, si les trois sont rassemblés, là, on va avoir un très 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 gros problème sécuritaire, quand on sait qu'en Europe, nous avons, et c'est très bien comme ça pour l'instant, mais des ressortissants en nombre considérable de tous ces pays-là. Les Maliens en France, et il n'y a évidemment aucun propos de suspicion a priori dans ma bouche, sont estimés à 100 000, mais il y aurait 100 000 en situation régulière, mais il y aurait pratiquement le double en situation irrégulière. Donc encore une fois, loin de moi l'idée de porter la suspicion, mais sur fond de dégradation, compte tenu des liens, et quand on voit ce que Mohamed Merah, un Mohamed Merah, peut faire, on a quand même quelques sujets de préoccupation. Et donc, pour moi, la réponse à tout ça, c'est de l'argent pour la défense, de la coopération entre les pays qui se sentent concernés, et c'est certainement beaucoup plus de démocratie dans nos pays, d'être des citoyens beaucoup plus vifs, beaucoup plus aguerris, parce que c'est une façon de détruire le terreau d'Al-Qaïda, et tout faire pour essayer de lutter pour l'altérité, donc d'essayer de maintenir les liens, d'être en contact avec ces populations, bien que ce soit très difficile et que vous puissiez vous retrouver, vous, dans des situations extrêmement délicates au milieu de tout ça. Mais je pense qu'il y a un combat tout à fait objectif qui est les moyens militaires, qui sont les moyens militaires, donc tout domaine, et là on est en train de descendre régulièrement depuis des décennies, et puis encore une fois, tout ce qui fait l'énergie qu'on peut avoir en étant des citoyens debout face à des combattants djihadistes qui ont une foi qui est totalement dévoyée, déformée, qui est une horreur absolue, mais qui sont capables d'aller au casse-pipe pour leurs idées, ce que nous ne savons plus beaucoup faire. Voilà. On n'est pas obligé de mourir pour avoir raison par rapport à ces idées. Il y avait une chanson de Brassens là-dessus. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre, de ce tour d'horizon extrêmement intéressant et, c'est vrai, un peu inquiétant. Je voulais te poser comme première question pour peut-être lancer le débat. Lorsque tu as parlé AQMI, 150 personnes, je crois, à la fin des années 90, et on se retrouve en 2013 dans cette situation absolument effrayante. D'abord, on peut se poser des questions. On pourrait imaginer que des forces spéciales règlent ce problème de façon assez simple, peut-être militairement. Mais j'ai trouvé extrêmement intéressant et probablement tout à fait vrai, parce qu'on l'a vérifié dans de nombreux pays où on est, c'est le côté social, le côté, je dirais, presque affectif des frères musulmans et d'autres mouvements. Mais tout ça, et on est bien passé pour le savoir, lorsqu'on fait du social, lorsqu'on fait de l'éducatif et lorsqu'on fait même des centres de santé, tout ça nécessite quand même un volant financier assez considérable et surtout une certaine pérennité dans ces volants financiers. On peut imaginer que le kidnapping est quelque chose de productif, mais enfin, je dirais, la récolte doit être de plus en plus difficile à faire compte tenu de la désertification de ces zones. Et j'aurais vraiment savoir d'où viennent ces masses financières pour la logistique et tout ce côté social. Juste un mot pour répondre à ta question sur les forces spéciales auraient pu régler le problème très tôt.
Alors effectivement, mais là on se heurte à une réalité du monde qui est que tous ces États sont souverains. Donc nous ne sommes plus au temps des colonies. Nous ne pouvons plus intervenir comme ça en disant bah, on a identifié le problème. Et justement, ces pays non seulement sont souverains, le problème c'est qu'ils le sont souvent uniquement sur le papier, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas leur territoire, mais il n'empêche qu'ils n'acceptent absolument pas, a fortiori de la France, compte tenu de l'ombre portée de l'époque coloniale, que ce soit la France qui vienne d'elle-même intervenir, etc. Donc ce qui fait que, je l'explique souvent dans les émissions, très souvent on reproche à la France soit de ne rien faire, soit d'agir. Et quand elle agit, on dit « Ah, mais c'est néocolonialisme », et puis quand on ne le fait pas, « Ah, mais c'est génocidaire ». Donc la France est souvent dans une position extrêmement difficile. C'est pour ça aussi que nos petits camarades européens, malgré tous les efforts de la France pour européaniser les réponses, restent prudemment en arrière de la main. Donc oui, on aurait pu régler ce problème très tôt, mais l'Algérie n'aurait jamais accepté que la France intervienne au sud de sa frontière militairement de cette façon, compte tenu du poids des relations psychologiques compliquées avec l'Algérie, etc. Et les autres pays n'auraient jamais voulu de ça pour ne pas avoir une révolte populaire dans leur capitale sur le thème, mais tel président, tu es devenu l'agent des Français, des Blancs. Il suffit d'ailleurs de très peu de personnes, parce que comme un certain nombre d'entre vous, je connais un peu l'Afrique, je ne pense pas qu'on puisse bien connaître l'Afrique, mais en tout cas, je suis allé dans un certain nombre de pays africains, et j'ai toujours constaté que les Français y étaient très bien acceptés, que ça se passe très bien, les relations sont très bonnes, et qu'il y a même des attentes qui sont parfois, qui en tout cas moi m'ont parfois sidéré, justement, quand on rencontre quelques chefs coutumiers qui vous disent quand est-ce que vous revenez nous coloniser. Donc c'est effectivement un peu, c'est un peu décoiffant, enfin ça fait partie, c'est de l'humour. Bon, donc on ne peut pas, ce qui fait que la France est passée par le processus de l'année dernière, avec ce processus compliqué, onusien. Alors les Américains n'étaient pas d'accord. Pourquoi ? Parce que les Américains ont une constitution qui fait qu'ils ne peuvent pas s'impliquer dans un dossier si le pays en question n'a pas un gouvernement légal. Or, à Bamako, il y a un pouvoir de transition. Donc les Américains ne jouaient pas main dans la main avec les Français. On est dans cette complexité-là. C'est les années 30. C'est-à-dire que chaque fois qu'une démocratie ou des démocraties sont confrontées à des dictatures, les démocraties partent avec un boulet au pied. Mais c'est la beauté de la démocratie, parce qu'on respecte des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas... Voilà. Donc c'est compliqué. Donc je pense que la France aurait bien aimé intervenir, mais qu'elle n'a pas pu le faire, et que d'une certaine façon, je dis merci aux djihadistes d'être intervenus en janvier, d'avoir foncé vers le sud, et donc d'avoir permis qu'on les réduise quasiment à néant. Alors les flux financiers, alors quand même, entre 40 et 60 millions d'euros, dans la zone, quand tu sais quel est le pouvoir d'achat d'un billet de 5 euros, ils ont des stocks. Donc, et là-dessus, je ne sais pas si on a trouvé de l'argent liquide ou pas, ou si ce qu'on craint, c'est-à-dire que les otages et la caisse sont partis en Libye. C'est les suppositions qu'on peut faire aujourd'hui. Le sud libyen est très préoccupant parce qu'il y a eu un déplacement du problème. Les militaires français, quand je les interroge, me disent on leur a bien mis sur la figure, on leur a cassé la colonne vertébrale, mais il y a un peu l'effet mercure. C'est-à-dire que les boules de mercure au sol se sont éclatées dans la zone. Donc on a quand même détruit une bonne partie de la boule de mercure qui était là, mais vous en avez un peu partout qui a giclé. Donc ce qui fait que quand même sur le plan financier, ils ont de beaux restes. Il y a certainement de l'argent qui a dû venir de Libye au moment de l'effondrement du régime libyen, puisque beaucoup de forces Touareg étaient dans les forces prétoriennes de Kadhafi. Et puis c'est une zone de trafic incroyable. On en parle très peu, mais vous avez assez régulièrement des pétroliers qui sont arraisonnés. On parle beaucoup du piratage en Somalie, mais vous en avez dans le golfe de Guinée, donc des pétroliers bourrés d'essence qui sont arraisonnés, qui sont vidés, et le trafic se fait après en mobilette avec des jerrycans. Jerrycans à l'africaine, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 20 jerrycans sur une mobilette. Et tout ça, ça remonte jusqu'au Nord Mali. Donc c'est une zone les cigarettes, et un des problèmes de la période actuelle, c'est compte tenu de la présence française, les trafics sont impossibles au Mali. Parce que tout véhicule, convoi de pick-up suspect se fait arrêter ou se fait détruire. Et donc ça pose un énorme problème parce que ça déporte les problèmes de mafia dans les autres zones et ça exacerbe
les problématiques des groupes mafieux dans la zone qui ne peuvent plus se ravitailler. Mais donc de l'argent, il y en a largement suffisamment pour acheter des niveaux de complicité, en sachant qu'en plus qu'au nord et dans les zones, ce sont des zones désertiques, tu as très peu de population, donc tu n'as pas des millions et des millions de personnes à subventionner. Donc ils ont des biscuits, ils en ont gardé une bonne partie, ils ont une capacité, une force de frappe avec cet argent-là. Je reviens à ATT. Et nous, on travaille depuis 20 ans au Mali, on a vécu une période, on va dire, heureuse, entre guillemets, avec ATT, et tout d'un coup, tout s'effondre. Personnellement, je reste plein d'interrogations, parce que j'ai rencontré M. ATT plusieurs fois, enfin, on vantait la démocratie, on vantait... Bon. Donc je vous interroge sur... Parce que quand même, ceci explique un peu cela. Et puis ma deuxième sous-question, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas lancé le débat des drones. Nous, on est grand public, on regarde des émissions, parce que quand même, ça bouleverse tout, les drones. Quelque part, vous mettez plein de drones dans la zone que vous dites, commandés depuis le Nebraska, ou d'ailleurs. Est-ce que l'avancée, si on veut dépasser le problème des drones, est-ce que les avancées technologiques dans le renseignement, dans les frappes précises, ne sont pas quelque chose à imaginer pour le futur, pour faire peur, quelque part, ou je ne sais pas. Sur ATT, alors c'est vrai, moi je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai pas mal de confrères qui l'ont rencontré, Vincent Hugeux par exemple de l'Express, d'autres, et beaucoup étaient sous le charme, je dirais, d'ATT, un homme tout à fait comprenait les choses, etc. Alors, je n'ai pas d'éléments personnels d'expertise sur ce qui s'est passé. Je n'ai que des choses que j'ai lues ou que des très bons spécialistes des jeux de pouvoir à Bamako ont pu me raconter. Donc, je vous donne quelques impressions, mais qui n'ont... Comment dirais-je, je vous les livre avec prudence parce que je n'ai pas pu, moi, les vérifier, les expérimenter moi-même, etc. Mais certains reprochent à ATT, dans ce paysage compliqué que j'ai essayé de vous brosser, de jouer plusieurs jeux à la fois. Et donc, ponctuellement, de mettre en place des processus de réconciliation avec les Touaregs du Nord, notamment ce qui s'est passé avec Gali, qui a été recyclé dans la diplomatie malienne, et ça correspondait à cette volonté de rétablir le lien, de réconcilier les deux Malis. Mais en même temps, certains me disent, mais en fait, une fois que les trucs étaient signés, rien ne suivait derrière. Et rien ne suivait derrière parce que, notamment dans son entourage, la plupart étaient tous impliqués dans des trafics. Et que donc, là où nous, occidentaux, on voit un ou deux critères de lecture, vous en avez 25 qu'on ne perçoit pas. Vous avez une interpénétration entre des problèmes familiaux, des connexions familiales, ancestrales, des trafics, des intérêts personnels, des haines personnelles. Remarquez, vous me direz, quand on voit les bagarres à l'UMP, bon, vous transposez ça, si vous voulez, à Bamako en le démultipliant, parce qu'avec beaucoup d'argent à la clé, ben vous avez une situation épouvantable. Donc, et certains ont reproché à ATT de ne pas avoir voulu prendre en compte le problème d'AQMI, mais finalement, comme les autres, sauf les Mauritaniens, qui véritablement étaient inquiets, parce qu'ils ont eu plusieurs grosses tentatives d'attentats sur Nouakchott, notamment une contre l'ambassade de France avec une bagnole dans laquelle il y avait 350 kg d'explosifs, qui a pu être bloquée avant. Donc eux, la Mauritanie, très discrètement, avec les forces spéciales françaises, ont fait un travail de terrain pour éviter les pénétrations, mais les autres ont plutôt joué avec AQMI pour ne pas avoir de problème. Et puis il y a un moment où ça a fini par se retourner contre lui, et effectivement, il a été renversé très, très, très rapidement, parce que ce sont des pouvoirs qui sont fragiles sur le plan démocratique et qui restent toujours, je dirais, à la merci de telle ou telle faction militaire qui ne va pas combattre l'invasion du Nord, mais qui va faire un putsch à Bamako parce que c'est plus confortable. Les drones. Alors, comment dirais-je ? Ne versez pas dans l'illusion que le tout technologique nous protégera un jour. Je crois que c'est pas vrai. Alors c'est très utile d'avoir des satellites, des drones, des avions de reconnaissance, des brigades atlantiques et des hommes au sol.
mais ce qui n'est pas simple parce que vous n'infiltrez pas facilement des hommes au sol. Donc il faut avoir tout ça. Vous êtes dans des zones immenses. Vous vous rendez compte, 1,5 fois la France que pour le Nord Mali. 1,5 fois la France. Donc vous ne pouvez pas être sur tous les points. Par ailleurs, ce qu'on a découvert dans les documents de combat d'AQMI, c'est qu'eux, ils ne sont pas complètement idiots. Ils surfent sur Internet et ils ont une expérience du combat depuis des années et des années. Pour certains, ça remonte au combat des Tchétchènes contre les Russes. Et dans ces manuels, vous avez des tas de consignes qui sont données pour éviter les écoutes, pour éviter, par exemple, d'être repéré par les caméras thermiques. Donc il y a des tas de choses qui sont données que je ne vous donnerai pas. Et qui sont, donc, eux aussi s'adaptent. Donc, bien sûr, on a besoin de tout ça. C'est très utile d'avoir des drones, surtout des drones armés, que la France n'a pas, qui permet à la fois de faire l'observation et la frappe. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez une énorme polémique sur l'utilisation des drones armés, qui donnerait à la CIA un droit de tuer, y compris des Américains, hors du territoire national. Donc c'est jamais simple dans les démocraties, les outils militaires que vous avez. Mais je vous rejoins dans le sens où il faut parvenir à avoir le maximum de moyens de renseignement, parce que par rapport à ce que je vous ai dit au début, le renseignement, c'est un réducteur d'incertitude. Un réducteur, ce n'est pas un destructeur d'incertitude. Donc il y aura toujours une part que vous ne pourrez pas saisir. A fortiori, dans des pays, j'ai vu la même chose en Afghanistan, en Asie centrale, j'ai vu la même chose au Liban, dans d'autres pays. Dans les pays dans lesquels vous avez des structures tribales, ethniques, familiales, où le lien interpersonnel est vachement important, ben vous avez beau avoir des très beaux moyens sophistiqués, vous vous trouvez parfois confronté à des situations que vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'elles remontent à la nuit des temps, parce que vous avez des connexions entre tel taliban, tel gars qui est dans la nouvelle armée afghane, etc. Et j'ai un souvenir en Afghanistan, j'étais avec un commandant de la Légion étrangère corse, qui me disait, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est compliqué de comprendre l'Afghanistan, moi je comprends tout ici. Des pays à structure, avec beaucoup de mémoire, etc. Et donc les outils les plus sophistiqués ne suffisent pas. Un dernier point, une dernière anecdote. 2006, la guerre entre Tsahal et les groupes de combat du Hezbollah. Tsahal, une armée extrêmement, enfin, très performante, elle a montré des défaillances très graves, mais une armée très, très solide et très bien équipée. Le b.a.-ba de la guerre, au début de la guerre, c'est que vous faites tout pour rendre aveugle, sourd et muet votre adversaire. Donc vous brouillez toutes ces communications. C'est le b.a.-ba. Le Hezbollah avait des communications très sophistiquées. Le Hezbollah avait même un drone. Donc, les communications du Hezbollah ont été brouillées, mais le Hezbollah avait doublé son système de communication, c'est-à-dire notamment dans les réseaux de souterrains qu'il avait construits au sud du Liban, par du téléphone filaire de type 14-18. Ça, vous ne pouvez pas le brouiller. Ça, il faut le couper, et pour le couper, vous êtes obligé d'envoyer un commando dans le tunnel. Et là, c'est homme contre homme. Vous n'avez plus l'avantage technologique. Et la grande erreur de Tsahal en 2006, c'est ce que certains observateurs israéliens ont appelé l'obsession plasma, ou la guerre plasma. Penser qu'on peut faire la guerre que sur des écrans plasma, avec l'arme aérienne, etc. Mais à un moment, il a fallu aller au sol, et là, malgré toute la technologie, eh bien, vous vous retrouvez dans votre tunnel pour couper le téléphone filaire de votre adversaire, et là, c'est soldat contre soldat. Avec d'un côté un soldat qui appelle la mort de ses voeux, et de l'autre côté un soldat qui fait tout pour vivre, et s'il est officier, pour sauver la vie de ces hommes. Une dernière ? Oui ? Je voudrais commenter, si je peux me permettre de commenter quelqu'un aussi expert que vous, mais je travaille dans la région depuis 18 ou 20 ans. Il y a deux enjeux que vous avez soulignés, mais qui me paraissent vraiment importants pour sortir de cette situation dans cette zone. Le premier, c'est l'Algérie. L'Algérie actuellement est un pays stable, je dirais, puisque depuis la guerre civile, ils ont un pouvoir qui n'est pas démocratique, mais qui est relativement stable. Et je pense personnellement que c'est un peu la clé de la solution, une partie de la clé de la solution des révolutions arabes, parce que si l'Algérie tient, le Maroc tiendra, et ça fera un contrepoids. Je pense que bien au-delà de l'accord qui a été révélé entre la France et l'Algérie sur le survol du pays, je n'ai pas d'informations, mais c'est quelque chose que je ressens.
Je pense que la coopération franco-algérienne en termes de renseignement, et au minimum d'enseignement, mais probablement au-delà, est beaucoup plus importante qu'on imagine. Et j'en veux pour preuve le silence poli des autorités françaises au moment d'une menace. On n'a pas demandé aux Algériens de ne pas attaquer, de ne pas massacrer. C'était évident pour tout le monde qu'ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas attaquer les islamistes et de massacrer tout le monde, y compris les otages. C'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que là, je pense que vous avez probablement, par raison de temps, pas abordé le problème suffisamment, c'est le problème du financement. Je crois qu'au-delà du financement des 40-60 millions d'otages, il y a certainement des financements qui viennent des pays du Sud, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, pour ne pas les nommer, mais qu'il y a aussi la crise économique qui fait défaut aux pays des printemps arabes et qui ne leur permet pas de redémarrer leur économie. Et je pense qu'une des meilleures choses qu'on pourrait faire pour lutter contre les salafistes et les islamistes dans cette zone, c'est de faciliter le développement économique. Et quand on voit la taille des budgets européens globalisés au niveau de l'Europe, c'est finalement pas grand-chose si on devait aider l'Égypte et la Tunisie, qui sont les deux pays les plus faciles à aider, pour en sortir et redéclencher une croissance économique dans ces pays-là qui permettrait aux non-islamistes ou aux non-salafistes de reprendre le dessus. Je vais être très bref parce que je partage tout à fait votre sentiment, sauf, enfin pas sauf, mais le pouvoir algérien semble d'une grande complexité. Je pense notamment en ce moment avec l'incertitude du président Bouteflika. Et là aussi, je parle à travers des personnes qui connaissent très très bien le mode de fonctionnement. C'est assez complexe comme répartition de pouvoir, tout ça, c'est assez subtil. Mais en tout cas, il y a eu des avancées. Et vous avez raison, c'est une clé très importante. Et c'est une clé également contre la lutte contre AQMI, parce qu'au nord, il y a la frontière algérienne et la frontière nigérienne, qui normalement les bloquent. Alors on dit souvent, oui, mais la frontière avec l'Algérie, ça doit faire 1200 ou 1300 km, et donc les Algériens ne peuvent pas la contrôler. En fait, je me suis renseigné, c'est faux. Vous n'avez que quelques points de passage sur ces 1200. Ça n'est pas, on ne peut pas passer avec des véhicules, etc., partout. Et ces points de passage sont bien connus par les autorités algériennes, et ils ont vraiment joué le jeu, notamment à cause d'In Amenas, pour empêcher les djihadistes de foutre le camp, de faire ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire se réfugier au sud algérien en attendant d'autres jours meilleurs. Donc vous avez raison, l'Algérie joue un rôle clé. Le financement, question importante, très sensible. Là aussi, c'est compliqué, c'est difficile, en tout cas d'avoir des éléments tangibles. Je pense qu'effectivement, on peut considérer que l'Arabie Saoudite finance directement ou indirectement les salafistes, et ils le font depuis longtemps. Moi, je l'ai vu en Bosnie-Herzégovine il y a longtemps, quand ils donnaient 50 marks pour que les Bosniaques musulmanes portent des voiles. Alors, elles les portaient, mais comme c'était un islam très, très doux à Sarajevo, elles les portaient avec des mini-jupes, ce qui était assez sexy. Donc l'Arabie Saoudite. Alors il y a la question du Qatar. Là aussi, des avis sont très divergents entre ceux qui reprochent au Qatar de financer directement, ceux qui disent non, ils ont financé le Croissant Rouge et de l'argent a été détourné, etc. Très difficile. Non, mais en tout cas, la question se pose et nous pose un problème parce que ce sont nos alliés normalement, donc c'est pas simple. Et tout ça, vous le retrouvez en Syrie à la puissance 150. Merci infiniment, Pierre, d'avoir pris du temps pour venir à la chaîne. Et je sais que ton agenda est très, très rempli avec l'actualité actuellement. Donc, merci infiniment. Alors, je voulais vous dire que c'est donc le dernier lundi de la chaîne dans, je dirais, l'année administrative. Ça va être les vacances. Et on va se retrouver le 9 septembre et nous avons énormément de conférenciers de très haut niveau et nous allons essayer de continuer à d'une part réfléchir, avoir des sujets géopolitiques et malheureusement il ne manque pas actuellement, et avoir également aussi cette réflexion médicale sur des sujets, des sujets chirurgicaux ou médicaux qui vous intéressent et qui nous intéressent et nous poussent à la réflexion. Donc merci à tous d'avoir participé durant cette année et on va reprendre l'année prochaine avec foi, avec passion et essayer de continuer à faire tourner cette chaîne qui nous est chère
et qui participent aussi peut-être à, je dirais, un combat éthique et un combat pour les patients, mais aussi peut-être que chacun de nous, à notre façon, on défend une idée, comme tu le disais tout à l'heure. Merci à tous et si vous avez quelques temps, prenez le verre pour clore cette année ensemble. Merci à tous.